Bonjour Larangé. Salut Fabrice. De quoi va-t-on parler aujourd'hui? De séries de l'année 2022. Un néfaste en série? Ben, j'en ai pas vu beaucoup, et toi Fabrice? Pas tant que ça non plus, mais quand même, il y a de plus en plus quand même des séries qui sont intéressantes chaque année. Ou en tout cas, par leur nombre, il y a du choix. Oui, pour les amateurs de Netflix. Voilà. Et sinon, attends, là j'ai choisi une série HBO, une autre série HBO, encore une autre série HBO, une Netflix et une autre Netflix. Voilà. Voilà. Pas d'Amazon encore. Je sais pas ce qui est sorti sur Amazon cette année. C'est peut-être juste des films. Encore Ah. pour le moment. Mais Je suis pas sûr. Ouais, ouais. Mais bon, ça arrive. Ouais, ça arrive, ça arrive. De quoi quelles sont les meilleures séries selon toi de l'année En fait, 2022? je n'ai choisi que les séries que j'ai vues. Ouais. En fait, j'ai pas eu le temps de regarder Mercredi, qui à mon avis n'est pas une grande série. Mais j'aime bien Mais qui va l'actrice. sans doute te plaire. Parce que j'aime bien l'actrice principale, Jenna Ortega. On en reparlera dans notre vidéo sur les films de l'année. Et en fait, Mercredi, je sais pas si tu sais, c'est une série créée par les créateurs de Smallville. D'accord. Et... Non, c'était pas cette série-là du tout, je me trompe sans doute, où il y a Tim Burton qui est parti. C'est lui qui a réalisé les 4 premiers épisodes sur 8. Et donc, oh, il a réalisé, il n'a pas eu, enfin, tu crois qu'il a eu un choix sur les acteurs ou quoi que ce soit, ou pas forcément? Bon, je sais pas. Pour les séries, c'est les créateurs qui sont les grands. Ceux qui choisissent un peu tout, quoi. Donc lui, il a pu filmer, mettre ça. Oui, mais c'est quand même lui qui a réalisé les 4 premiers épisodes. Ouais. Donc il a quand même choisi pas mal de trucs, quoi. Donc, Winning Time, The Rise of the Lakers Dynasty, de Max Borenstein et Jim X. Oui, alors ça c'est, donc comme j'ai dit, c'est une série HBO. C'est sur une histoire vraie. Ouais. Donc la première année de Magic Johnson aux Lakers. Donc je sais pas exactement, c'est dans les début des années 80. La série a eu un petit succès, mais pas tant que ça. Donc en fait, il se disait peut-être faire une série année après année, mais à mon avis ça ne se fera pas, ça n'a pas eu assez de succès. Ouais, de temps en temps ils font quand même sur des époques importantes du basket, donc je pense qu'HBO ils avaient déjà fait sur les Jeux Olympiques 92. Ouais, mais est-ce que c'était pas en documentaire? Si. Ah oui, ici c'est avec acteurs et c'est un biopic. Ah oui, c'est différent à ce moment-là, effectivement. C'est pas juste la version habituelle du documentaire sportif. Ouais. Ok. Donc il y a eu des acteurs assez connus dans des rôles secondaires. Il y a eu Jason Segel, je sais pas si tu connais, qui a joué... Le frère de Steven? Non, pas du tout, je suis plus sûr du nom, mais il a joué dans Oh, I Met Your Mother. Ok. Et il a joué dans pas mal de films de Judd Apatow. Il avait joué, je crois que sa première série c'était les Freaks and Geeks, je sais pas si tu connais cette série, qui est une chouette série sur les émois adolescents. Ouais, ça c'est ton truc. Ouais. Et il y a aussi Adrian Brody dans un rôle secondaire. Ouais. Et je ne sais plus comment il s'appelle. En film en acteur qu'on a beaucoup vu chez Adam McKay. Je sais pas si tu vois qui c'est. Non. C'est quelqu'un qui a surtout fait des comédies comme Frangin malgré eux avec Will Ferrell. Beaucoup de comédies avec Will Ferrell. Ok. Et en fait c'est... Owen Wilson? Non, un autre. Je reviens plus sur son nom, mais c'est pas très important. Ouais. Et donc je crois qu'il a réalisé au moins le premier épisode. Ouais. Il avait réalisé aussi quelques épisodes de la série Succession que je conseille aussi. Ok.
Donc l'histoire on la connaît quoi, hein, si on s'intéresse un peu au basket quoi. Mais je trouve que c'était bien fait. Et il y avait un aspect un petit peu comédie comme ça, sans être trop comédie populaire. Enfin c'est un biopic quoi, mais c'est bien fait. Moi j'ai bien aimé. D'accord. Mm. Donc toi tu le conseillerais largement. Je conseillerais surtout à ceux qui aiment le basket. Hein. Ouais. We Own the City, This City, de David Simon et George Pelecanos. Ok, donc David Simon en fait, il était, avant d'être créateur de série, il était journaliste. Ouais. Et il a écrit un bouquin assez connu qui s'appelle en version originale Homicide, Ouais. qui a été traduit, je sais pas si tu vois le bouquin, La Baltimore, c'est ça. En fait, ce bouquin a servi de base à la série Homicide. Oui, qui est une excellente série. Ouais. Il a fait quelques scénarios pour Homicide. Puis il a fait une mini-série qui s'appelle The Corner, que je n'ai pas encore vue. Il a fait la série The Wire. Ouais. Donc ça, tu connais aussi moins. Primé et... Ouais, que tu connais de nom, quoi. Oui, tout à fait. Il a fait la série... il a fait d'autres séries de Deuce, sur le milieu du porno. Ok. Que tu as vu. Oui. Il y a 3 saisons. Il a fait Trem sur les conséquences des catastrophes qu'il y a eu à la Nouvelle-Orléans. Ouais. Et il a fait aussi d'autres bonnes séries. Quoi. Ouais, il est prolifique en tout cas. Ouais. Et Georges Pelecanos, en fait, lui, c'est au départ un écrivain de romans policiers. Et il a fait quelques scénarios pour The Wire et aussi pour The Deuce. D'accord. Donc on va peut-être parler de la série puisqu'on est là pour ça. Bah oui. Tu veux savoir un peu ce que c'est ça? Tout à fait. Oui, donc en fait c'est aussi une histoire vraie. Donc on pourrait dire aussi que c'est un biopic. Ouais. Sur des flics à Baltimore. Donc qui en fait étaient corrompus. Et on a su... en fait, la série commence quand ils sont arrêtés. Quoi. Ok, et puis on revient en arrière. On revient en arrière petit à petit. En suivant sa carrière ou pour les années cruciales de... Ouais, en suivant... En fait, il y a la partie où on est avec les policiers et la partie où on est avec les enquêteurs et il y a des flashbacks. Quoi. Ok. Et oui, j'ai vraiment aimé. Le réalisateur, c'est celui qui a fait la méthode Williams. Ouais. Donc, ça n'avait pas besoin d'une réalisation. C'est un peu une réalisation documentaire. Quoi, oui, donc, oui. Mais déjà, la série Homicide est un peu un côté documentaire presque parfois dans la façon d'aborder. Et The Wire aussi. Ouais. Tu veux savoir autre chose sur la série ou... Ah oui, il y a John Bernthal qui joue le policier corrompu principal qui est assez bluffant. D'accord. En fait, c'est une mini-série. Donc il y a 8 épisodes, je pense, si ma mémoire est bonne. Et en fait, les critiques ont beaucoup dit que c'était bien, mais que c'était trop court. Ils auraient bien voulu que ce soit en fait plusieurs saisons, quoi, tu vois. Ah ouais. Bah tiens, moi, a priori, sans avoir vu, je dirais que 8 épisodes, c'est assez si c'est sur une affaire en particulier de corruption, quoi. Et que si tu reprends une deuxième saison ou quoi que ce soit centré sur d'autres choses, enfin, ou alors tu peux reprendre certains éléments, quoi. Mais bon, une saison me semble suffisant après, comme ça. C'est des épisodes de 40 minutes ou de... Oui, de 50 minutes, quoi. Ouais. Donc je sais pas, moi, a priori, moi je pense que c'est très bien comme ça, quoi. Oui, moi je trouve aussi. Et je dirais que je conseillerais la série à évidemment ceux qui ont mis The Wire. Ouais. Et sans que ça soit... c'est traité différemment. Donc toi, ça pourrait te plaire, puisque c'est un côté un peu homicide. Ouais. Mais je dirais que ça pourrait plaire aussi à ceux qui ont aimé The Shield. C'est ça que ça me faisait penser. Puisque ça, c'est aussi des flics corrompus qui volent du fric un peu de leur côté, mais qui gardent quand même une moralité, tout ça. Enfin, donc ça peut plaire à pas mal de monde. Quoi. Très bien. Alors on passe à Euphoria saison 2 de Sam Levinson.
Là-dessus, je serais peut-être un peu plus critique sur tes choix. Tu parlais des mois adolescents au début. Est-ce que tu n'es pas accro au drame, au drame et au côté excitant du côté adolescent ou jeune adulte? En fait, je dirais que Euphoria, c'est la série que j'ai honte d'adorer, quoi. Voilà, c'est ça. Ça fait partie de tes péchés mignons. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc Sam Levinson, c'est un jeune réalisateur. C'est le fils de Barry Levinson qui a fait Rain Man. Ouais. Et d'autres films. Et quoi, dans sa manière de filmer, c'est fait pour avec les codes un peu plus jeunes, un peu plus nerveux, le côté... La photographie est fort sombre. Ouais. Donc on est fort dans les noirs. Une ambiance assez dark comme ça. Ouais. Et en fait ça c'est la saison 2. Et c'est l'actrice principale c'est Zendaya. Ouais. Une autre actrice principale c'est Hunter Schafer je pense. Qui en fait est un garçon qui est devenu une fille, quoi. Ok. Et quoi, dans la série c'est traité comme ça ou c'est juste une fille dans la série Non, c'est un garçon qui est devenu une fille. Oui, c'est ça fait partie des thèmes. Ouais. Et je dirais que ça pourrait plaire à ceux qui regardaient dans le temps, mais ça c'est une série que tu connais pas, en fait, Heartless Cœur à Vif. Ouais, non, effectivement, ça je l'ai jamais vu. En fait, cette année, il y a même eu en reboot de Heartless Cœur à Vif. Et j'ai vu les bandes annonces, ça a l'air très nul, mais c'est aussi... Pire que l'original. Ouais. Parce que la moitié des persos sont gays. Ouais. Donc ça me semble pas complètement... Enfin si, il y a des gays, quoi, mais... Oui, ça devrait pas être majoritaire, quoi, ouais. tu vois. Et là, dans la saison 2 d'Euphoria, ils sont un peu lâchés parce qu'on voit par exemple le plan d'une grosse bite comme ça. Dans le premier épisode, je crois, donc je gâche pas trop la surprise. Et en fait, ils ont l'air... les persos sont plus âgés. Ouais. Et par exemple, il y a Sydney Sweeney. Je crois qu'elle est siliconée, donc je suis pas sûr, donc ça fait pas très réaliste de se dire que cette meuf-là a 17 ans. Quoi. Ouais, effectivement. Mais qu'est-ce qui fait que tu as aimé la saison? Mais en fait, que j'aime la série en entier, je trouve que c'est un mariage réussi entre du trash et du romantisme. Ok. Parce que moi, de l'extérieur, ça me donne l'impression, trash, je suis tout à fait d'accord, ça me donne l'impression que c'est aller de plus en plus, peut-être pas dans le misérabilisme, mais dans le... sans l'avoir vu, mais vraiment sur les scénarios, dans le côté drame et le côté... vraiment de pire en pire d'épisodes, quoi. Le côté, il ne peut arriver que des rebondissements négatifs, ou presque, au personnage, ou quand c'est dans le positif, ça peut être traité que pendant très peu de temps, pour retomber après dans quelque chose de pire, ou de retomber dans les plus profonds problèmes, quoi. Donc ça, un peu comme toi, il y a eu les critiques sur 13 raisons pour, ou je sais plus quoi, pour le suicide, non, mais c'est pas ça, c'est un peu sur que des thèmes négatifs, et bon, moi j'ai du mal aussi, tu le sais, sur les thèmes qui sont de façon prédominante sur la drogue et sur le fait comme ça, j'ai du mal en fait à suivre des personnages, à m'identifier si les personnages sont des drogués ou sont dans le truc, parce que d'une certaine manière ça banalise ou ça rend ça comme... Je comprends qu'on humanise, mais qu'on mette ça comme, ok, ces personnages sont légitimes ou quoi que ce soit, c'est un peu compliqué pour moi, quoi. Donc, là-dessus, de l'extérieur, je dirais, le trash, je suis d'accord, mais romantisme, j'ai du mal à trouver du romantisme dans des... ou à me dire, ok, ça va avoir un intérêt justement sur les thèmes positifs, alors que ça a l'air d'être vraiment la recherche du malheur des personnages, quoi. Oui, mais en fait, au début de la saison 2, Zendaya se drogue à nouveau. Ouais. Et en fait, au fur et à mesure de la série, elle va finir par s'en sortir, quoi. Donc, on peut dire la morale est sauve, quoi. Mais c'est pas vraiment juste une question de morale, c'est une question, je pense, de structure d'épisode, quoi. Où il faut un rebondissement négatif pour faire l'épisode.
Ouais, mais je trouve que j'aime beaucoup l'esthétique, comme je t'ai dit. Ouais. Oui, ça je peux pas juger. Et je crois que de ce que j'avais vu, effectivement, l'esthétique était intéressante. Ouais, et il y a même un personnage qui jouait plus ou moins le méchant dans la saison 2, Mhm. qui en fait s'amende Mhm. à la fin de la saison 2, quoi. Non, franchement, mais en fait, c'est le public qui vise Ouais. de manière première, c'est quand même les ados et les jeunes C'est ça. adultes, quoi. C'est pour ça que je te disais que c'est une série que j'ai honte d'adorer, parce Ouais. que c'est pas tellement... C'est pas vraiment la cible la première. cible, ouais. 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 Très bien. Voilà. On passe alors à The Viewing de Panos Cosmatos. Alors là, en fait, j'en ai entendu parler sur le net. C'est un épisode qui fait partie de la série Le cabinet des curiosités de Guillermo del Toro. Ouais. Qui a fait une première saison. Normalement, il devrait en avoir une autre. Et en fait, c'est juste un épisode. tous les épisodes, c'est des histoires différentes. Ouais. Donc ça gêne pas d'en regarder qu'un seul, quoi. Et comme je t'ai dit, pourquoi cet épisode? Parce que j'en ai entendu parler du bouche à oreille, que c'était le meilleur épisode de la série. Et avant, un peu comme, je sais pas si tu connaissais Alfred Hitchcock présente. Ouais, un peu. Donc Alfred Hitchcock présentait l'épisode. Ouais. Et là, Guillermo del Toro présente l'épisode. Et cet épisode-là, donc, à mon avis, à peu près tous les épisodes, c'est un peu fantastique, quoi. Mhm. Et donc, ça raconte quoi l'exposition? Donc, c'est un petit groupe de gens qui ont différents talents, qui sont invités par un homme riche, Ouais. et qui veut leur montrer un truc incroyable. Et ça se passe un peu... je crois que ça se passe dans les années 70, je pense. Mais bon, c'est un film fantastique, c'est complètement... Barré. Ouais. Et j'aime bien l'esthétique de nouveau de Panos Cosmatos. Ouais. Voilà. Je vais pas dire Non, ce que c'est la chose. Tiens, est-ce qu'il y a des rapprochements à faire avec, je sais pas si tu l'as vu, j'avais vu les bandes annonces du film, c'est Le Menu, je crois, ou quelque chose comme ça, avec Ralph Fiennes dedans, un film de 2022. Je ne sais pas, mais il est sorti fin 2022, hein, je pense. Ah, c'est seulement très récent. Avec Anna Taylor-Joy. C'est possible, oui. Ouais. Oui. Non, je ne sais pas. Ok. Je ne sais pas, je saurais pas. Que là, c'est aussi un rassemblement de gens assez riches et ils sont face à quelque chose de bizarroïde, on va dire. Au lieu d'être dans un restaurant chic, il se passe des choses spéciales. Donc ça me fait penser un peu, c'est un peu ce genre de scénario quand même, quoi. Mais voilà. Et alors la dernière, c'est Jibaro de Alberto Mielgo. Oui, là de nouveau, c'est de nouveau un épisode d'une série. En fait, ça vient de la saison 3 de Love, Death and Robots. Ok. Qui est une série de Tim Miller, produite par David Fincher, Ouais. que tu connais. Et en fait, là, c'est aussi chaque fois une histoire par épisode. Donc, c'est pas une histoire continue. Et c'est de quoi parle en général la série de Love, Death, Robots? Aussi des trucs un peu science-fiction, fantastique. Okay. Et il y a souvent des robots, mais dans cet épisode, il n'y a pas de robots. Zut. Et oui, cet épisode-là en particulier, c'est un épisode de 17 minutes. Ouais. Sur une histoire un peu, je dirais, d'heroic fantasy. Ouais. C'est avec des chevaliers qui se font décimer par une sorcière, mais un peu sirène, comme ça. En fait, elle vient des eaux, comme ça, dans le lac. Ouais. Et elle tue tout le monde, sauf un, parce qu'il est sourd et qu'il n'entend pas ses cris. Ah, ok. Et là, on voit après, c'est le combat entre la sirène et le chevalier qui reste, quoi. Ok, d'accord. Et ça vaut vraiment la peine, comment? Esthétiquement, c'est assez intéressant. Ouais. Ça, je suis curieux, j'aime bien ce genre de choses. Et
Oui, tu penses que c'est le meilleur ou tu avais classé... Je n'ai vu que cet épisode-là de nouveau. Non, mais globalement, on a fait un classement à l'envers des séries ou des épisodes que tu préférais, ou pas spécialement. C'était plus ceux qui t'avaient retenu ton attention. Ça m'a plus marqué que l'exposition. Ouais, je dirais que esthétiquement, c'est peut-être le plus réussi quoi, de la liste. 17 minutes, donc ça prend pas beaucoup de temps, donc pour ceux qui ont envie, c'est pas... voilà. Ok. Et sinon, bah, de mon côté, toi tu n'as pas vu Andor. Donc, non, mais vas-y, parle-en. Donc Andor saison 1, qui est passé un peu inaperçu, avec les énormes séries qui sortaient de fin d'année, donc les Anneaux de Pouvoir ou l'autre, qu'est-ce que c'était? L'autre... le Seigneur des Anneaux. Voilà, non pas le Seigneur. Ah non, le Game of Thrones. Voilà, c'est un préquel de Game of Thrones. Le préquel de Game of Thrones est bien aussi, ça je l'ai vu également. Donc je peux en parler aussi. Mais donc sur Andor saison 1, qui est pour moi la première série réussie avec la licence Star Wars, et peut-être la première, globalement la meilleure réussite depuis les depuis les épisodes 4, 5, 6, donc des années 70 et 80 quoi. Donc ça fait plus de 30 ans pour moi qu'il n'y a pas eu d'aussi bonne réalisation avec le titre Star Wars quoi. Et bon bah ça a été acclamé par la critique mais pas beaucoup vu. Ça parle sur de très mauvais rails. Moi c'est une série qui ne m'aurait jamais intéressé a priori, puisque ça parle c'est une sorte de préquel à Rogue One qui lui-même est une préquel au premier film et qui sont sur des choses dont on connaît déjà en fait justement les issues en fait dans les deux cas. On connaît l'issue de Rogue One, on sait de quoi parle le scénario, c'est pour obtenir les plans de la base spatiale l'étoile de la mort. Donc on sait plus ou moins ce qui va se passer à la fin. Et pareil pour Andor. Ça parle du personnage Cassian Andor qui est dans Rogue One et qui servira de personnage clé pour réussir la mission dans Rogue One. Et de comment est-ce qu'il arrive à être dans la rébellion. Pareil, on connaît plus ou moins les dénouements. Donc ça a l'air d'être une série vraiment très optionnelle, facultative et pas vraiment pour les passionnés des choses. En fait, pas du tout. Puisque le personnage est toujours intéressant et très très bien joué. Je le trouve beaucoup plus charismatique dans la série que dans le film, donc Rogue One. Ça rend Rogue One d'ailleurs pas mal, ça met en honneur Rogue One aussi, ça donne envie de regarder le film avec quand même une vision différente, puisque c'est vraiment les mêmes personnages et en partie. Mais par contre, ce qui est l'intérêt du film, c'est vraiment le propos. C'est de tous les épisodes, ce sont différentes, il y a des axes différents sur chaque épisode, mais c'est en gros comment est-ce qu'on vit face à la répression forte, face au fascisme, face à un pouvoir qui est abusif, paranoïaque et qui déshumanise en fait. Donc c'est vraiment ça, à quel moment est-ce qu'on sent est-ce qu'il y a un besoin de se mettre à la fois de se redonner une valeur à soi-même, mais aussi de faire face lorsqu'on trouve qu'il y a un pouvoir qui est vraiment trop abusif quoi. Et donc à la limite, vu le tournant que prend Disney maintenant, enfin ou le fonctionnement de Disney, c'est presque une anomalie quoi dans les programmes Disney qui sont en général aseptisés ou quand ils sont dans les critiques, sont des critiques à la mode. Ici la critique du fascisme est vraiment pas seulement juste une façade ou quoi que ce soit, c'est vraiment le propos et on peut dire que c'est du Star Wars à côté quoi. Donc il y a tellement d'applications dans le scénario que on peut mettre que c'est une série contre le fascisme avec la licence Star Wars vraiment de façon secondaire presque. Puisque, oui, l'avantage aussi du traitement de la série, c'est que c'est du Star Wars, mais qu'il n'essaye pas de faire des tonnes de références sans arrêt à l'univers Star Wars, à ce qui a été fait précédemment en tout cas. Donc on retrouve Mon Mothma, la naissance de la rébellion et des personnages qui étaient présents dans les différents films, mais c'est vraiment pas eux qui sont enfin c'est pas justement ça fait pas tout le temps allusion à ce que les autres, enfin il n'y a pas de caméo spécialement, il n'y a pas de référence sans arrêt à ce que d'autres auraient mis à Han Solo ou à d'autres manières comme ça quoi. C'est vraiment pas le but. C'est les personnages qui sont dedans sont vraiment, enfin les acteurs sont même des rôles plus obscurs, on va dire, sont mis en avant et ils sont bien joués, quoi. Donc là, je crois que tout a été mis de façon assez juste. Et c'est vrai que c'est pas la série la plus
excitantes a priori, mais par contre les épisodes sont dynamiques, et c'est pas juste du rabâchage ou des discours, quoi. Donc voilà, Andor par exemple, Cassian Andor est un personnage qui est plutôt dans l'action, c'est un tueur né, on va dire, mais il fait partie des gentils de cette période, et ça c'est un des avantages, enfin ce que je mettrais aussi dans les qualités de la série, c'est de montrer que pour faire face à un pouvoir aussi puissant de répression, à un empire, même les résistants sont forcés de se transformer un peu en monstres et d'agir contre leur propre moralité, parce qu'ils n'ont pas vraiment le choix s'ils veulent pouvoir avoir une efficacité en fait. Et donc c'est montrer le travail de l'ombre et le côté justement que je parlais de paranoïaque, mais aussi qui prend ceux qui luttent contre l'état totalitaire, quoi. Donc c'est le côté vraiment désespéré et presque tellement la fourmi contre l'éléphant, quoi, d'aller se mettre en travers du système et des choses comme ça. Donc voilà, une série vraiment à regarder si ces sujets-là vous intéressent. Et là-dedans, c'est vraiment pas le côté il faut mettre des stars et il faut que ce soit clinquant parce que c'est Star Wars, quoi. Donc par contre, il y a un grand réalisme dedans, justement. C'est un peu comme Rogue One, c'est-à-dire l'esthétique est bien, mais il y a le côté vécu dedans. Il n'y a pas comme souvent dans les derniers Star Wars, le côté 3D, écran vert et spectaculaire pour faire spectaculaire. Mais il y a un peu, malgré tout, il y a quand même le spectacle et l'action dedans, quoi. Donc voilà, je recommande vivement. Oui, peut-être juste rajouter que le créateur scénariste c'est Tony Gilroy, qui a fait la série de films La mémoire dans la peau. Ouais. Donc ça te semble... Mais que j'ai bien aimé La mémoire dans la peau, mais que je trouvais peut-être un peu longue, ou que, en tout cas, le sujet m'intéresse un peu moins. Le sujet des espions en général, je le trouve un peu mieux ici, puisque La mémoire dans la peau, c'était quand même un peu... comment est-ce qu'on dit, avec des scénarios avec beaucoup de twists, quoi, des contre-volonté, je sais plus, le côté tiré par les cheveux, quoi, on va dire, un peu du précepte de départ. Alors qu'ici, bah, c'était dans le fantasy, donc ou dans la science-fiction, donc je suis moins gêné par le côté, pas impossible, mais presque de certaines situations, quoi. Okay. Mais voilà, oui, c'est... Donc pour toi, c'est la meilleure série Star Wars jusqu'à présent, quoi. Oui, largement. Okay. C'est peut-être la seule qui vaut vraiment la peine d'un point de vue scénario et peut-être limite artistique, quoi. Et donc j'espère qu'il y aura des suites de ça. Je pense qu'une saison 2 est prévue, mais le succès n'a pas été énorme, question nombre de gens qui l'ont vu, donc c'est à voir de quand ça se fera, quoi. Et sinon j'ai vu également la House of Dragons. Je sais pas si tu l'as vu, la saison 1. Donc en entier oui. Ça c'est Game of Thrones. Game of Thrones, c'est ça. Non, je ne l'ai pas vu, non. Également une bonne surprise. Je dirais pas dans la même du tout, la même proportion qu'Andor, mais par contre je trouve que ça revient au niveau des bonnes saisons de Game of Thrones. Okay. Et que par contre il y a une différence, c'est que c'est beaucoup plus centré sur les personnages, sur les luttes de pouvoir, alors que Game of Thrones mettait un peu toutes les dimensions de la société, de ce monde imaginaire, quoi, en avant. Il y avait aussi on va dire des paysans et des personnes, des petites gens, quoi, qui étaient dedans, des soldats lambda qui pouvaient intervenir. House of Dragon est vraiment hyper spécialisé sur les maisons nobles, les luttes de pouvoir là-dedans et les personnages qui évoluent, quoi. Ça fait toujours partie, puisque je trouve que là-dedans aussi, un des défauts de la série, c'est encore plus au début, le fait que certains personnages, je vais pas dire sont bâclés, mais que leur évolution et les années qui passent, c'est mis trop rapidement. Ils ont voulu faire spectaculaire et parfois faire évoluer à travers les années comme si c'était évident, mais je trouve qu'à certains moments, ça passe trop vite sur certaines situations, et que alors à ce moment-là, c'est pas qu'on va pas reconnaître, enfin on va pas comprendre comment ils évoluent, mais il me semble qu'il y a quand même des faiblesses. Alors dans comment est-ce qu'on peut juger parce qu'il n'y a pas vraiment de gentil, quoi. Ça c'est aussi c'est pas mal, quoi. C'est très nuancé dans les moralités, mais il y a certains moments où ça peut être des revirements qui sont un peu incompréhensibles ou moins bien développés, quoi. Donc voilà, ça c'est peut-être une des faiblesses, mais par contre globalement le scénario est pas mal et les acteurs sont très bons dedans aussi également. Donc ça vaut pour Matt Smith qui joue dedans,
est excellent. Donc tu vois qui c'est qui a joué dans Doctor Who par Doctor exemple. Who, Il était dans Morbius de cette année dont tu vas nous parler. Je ne l'ai pas vu malheureusement. Malheureusement ou pas. Non, c'est faux, tu ne l'as pas vu. Tu l'as pas vu la 96e fois comme tu le voulais, mais tu l'as vu évidemment. Non, je ne l'ai pas vu. Non, Matt Smith est excellent dedans. C'est un peu lui qui est, pour moi, l'acteur qui ressort le plus et qui rend la série vivante, parce que c'est un personnage clairement. Toi, en alignement, si tu étais dans un jeu de rôle, ce serait un chaotique mauvais, quoi. Donc le gars a sa propre moralité et sa propre vision de qu'est-ce qu'il veut faire. Il veut une vie excitante, il veut une vie intéressante, ça le fait chier d'être sur une table de trône, mais il veut quand même le pouvoir. Donc c'est un gars qui évolue justement pas mal pendant la série. Donc il tend parfois à être quand même, je vais pas dire bon, mais au moins à essayer de faire les choses comme il pense bien. Mais malgré tout, ça reste au final un salopard, quoi. Et l'acteur se régale dedans, quoi. Il est vraiment vraiment bon dans cette scène qu'il a joué. Donc voilà, une série à voir, je pense. Et surtout pour les amateurs de Game of Thrones. Mais quand même avec des spécificités propres à la série là, en question, quoi. Donc on peut commencer par House of Dragon, ça ne pose pas vraiment de problème. Et l'autre acteur qui est dedans, qui est excellent, c'est justement le frère, qui est le roi régnant. C'est Patty Considine, je crois, qui joue le rôle. Et qui joue un roi malade et un peu faible, donc non guerrier justement, mais qui s'affaiblit physiquement d'épisode en épisode, mais qui garde, et qui, à l'inverse de son frère, mais plutôt à l'inverse de son état physique, au plus il s'affaiblit physiquement, au plus il gagne aussi en expérience, et on voit son intelligence et sa moralité qui remonte aussi. Donc là-dessus c'est un peu contrasté, justement, autant dans les personnages qui sont présentés. Donc voilà, pour ces deux acteurs-là, je trouve que ça vaut extrêmement, enfin que la série vaut la peine, et que de nouveau je m'attendais à la suite des scénarios un peu bâclés de la fin de Game of Thrones, la série. Donc là, de nouveau, je trouve que ça vaut la peine et j'attends, peut-être pas impatiemment comme Andor la saison 2, mais je crois que la saison 2 a de bonnes chances d'être sur de bonnes bases également, quoi. Donc voilà, une autre bonne série de l'année. Ok, la question que tout le monde se pose, est-ce qu'il y a du sexe? Pas trop. Pas trop, c'est pas dans le... Il y a du sexe, mais c'est pas fait pour être aussi visuel que dans Game of Thrones. Par contre, il y a je vais pas dire du gore, quoi, mais du cru dedans. Donc tu vois les accouchements difficiles de différentes protagonistes. Les femmes ont aussi une grande importance dans l'histoire, hein. Elles sont vues comme des décideuses aussi. Mais on les voit aussi dans le côté difficile d'être femme et régnante et de devoir, selon la moralité, enfin les mœurs de l'époque, produire leur descendance. Et clairement c'est dans la douleur et avec des gros problèmes là-dessus. Il y a même presque, je vais pas dire une fixation, quoi, mais le côté scène d'accouchement, il y en a plusieurs. Et c'est pas les plus ragoûtantes, quoi. Okay. Donc voilà, je dirais qu'il y a plus un côté cru à la série qu'un côté sexe, quoi. Ok. Merci Fabrice. Et je pense que c'est tout pour nos séries de l'année. Ok, bon, on va arrêter là. Ouais. Merci la rangée.